Maman Autisme Afrique, pour une société plus bienveillante et inclusive. Aujourd'hui, nous allons essayer de définir ce que c'est que l'autisme, mais je tiens à préciser avant cela que je ne suis ni professionnelle, ni chercheuse, ni spécialiste. Donc mes explications viennent vraiment de ma compréhension personnelle et des exemples vécus. Premier point que j'aimerais apporter, l'autisme est un spectre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun autisme ne se ressemble. On peut avoir une personne qui est autiste, qui est hyperactive, donc qui a besoin de bouger, qui a besoin de se déplacer, qui a besoin d'être en mouvement, comme on peut avoir une personne qui est autiste, mais qui est hypoactive, donc qui se déplace moins, qui bouge moins. Par exemple, un enfant qui est hypoactif, vous pouvez le laisser à un endroit, vous partez faire vos activités pendant quelques temps, 15-20 minutes, vous revenez, vous pouvez le trouver au même endroit. Peut-être qu'il va jouer avec des jouets qui sont à sa proximité, mais il n'aura pas beaucoup bougé. Donc vraiment, aucun autisme ne se ressemble. Il peut y avoir des autistes qui vont regarder les gens droit dans les yeux sans aucun problème, comme d'autres autistes qui vont fuir les personnes du regard. Donc, je tenais à préciser cela. Par contre, c'est pas figé. Donc, on peut se déplacer dans le spectre de l'autisme. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu avec mon fils. Pas forcément se déplacer dans le spectre, mais disons s'habituer mieux aux différents défis. Quand je vais vous donner l'exemple, vous allez mieux comprendre. Donc, mon fils, quand il était plus jeune, quand il était en âge d'apprendre à aller aux toilettes, donc il avait à peu près 3 ans, il ne supportait pas le bruit de la chasse d'eau. Donc, souvent, les personnes qui sont autistes, elles ont de l'hypersensitivité aux oreilles et certains bruits les dérangent énormément. Donc, mon fils, il supportait pas le bruit de la chasse d'eau ou quand on versait de l'eau dans un seau ou quand on ouvrait fort le robinet, par exemple, pour remplir la baignoire. Quand je dis il supportait pas, c'est pas que ça le dérangeait un petit peu, non. Tu tirais la chasse d'eau, il se mettait à courir pour sortir de la salle de bain, pour s'éloigner du bruit, au point de cogner la porte, de cogner les murs à côté de la porte. C'était insupportable. C'est-à-dire, il se tient les oreilles et il court. Donc, comment l'habituer à pouvoir lui-même tirer la chasse de lui-même, parce que je ne serai pas tout le temps avec lui à tirer la chasse après lui, c'est quelque chose qu'il a besoin de faire de lui-même. Alors, progressivement, je lui ai appris à s'habituer à ce bruit-là qui le dérangeait vraiment. Donc, par exemple, Mesa, d'abord je tire la chasse, paf, il se met à courir et sort de la salle de bain. Je dis ok, Mesa, je vais tirer la chasse. Tu te mets en dehors de la salle de bain, donc dehors, après la porte. Je tire la chasse. Donc là, il fait comme ça. Et après, dès que je tire, il fuit. D'accord. Au fur et à mesure, il ne fuyait plus, il restait à la même place. Donc, quand j'ai vu qu'il restait à la même place, mais qu'il fait comme ça, je dis, ok, mais ça maintenant, avance-toi. Mets-toi au niveau de la porte. Donc là, il se met au niveau de la porte. Je tire la chasse. Il bouge ses oreilles encore, mais il a avancé un petit peu plus. Au fur et à mesure, je lui dis encore, mais ça, là maintenant, avance, rentre à l'intérieur de la salle de bain et je tire la chasse. Donc vraiment, progressivement, il est arrivé de fuir carrément la salle de bain au point de courir se blesser en sortant, à lui-même tirer la chasse d'eau. C'est un bruit qu'il n'aime toujours pas, qu'il ne supporte toujours pas. Donc, il va faire comme ça, mais il va tirer la chasse. Donc, au fur et à mesure, avec l'apprentissage progressif, il est arrivé à supporter ce bruit-là qu'il ne supportait absolument pas au départ. Il s'est accommodé au bruit et peut maintenant être indépendant quand il part aux toilettes. Il peut lui-même, après ses besoins, tirer la chasse d'eau. Deuxième point important, l'autisme n'est pas une maladie, c'est une condition.
Donc, on ne guérit pas de l'autisme, on vit avec l'autisme, on naît avec l'autisme. C'est comme l'albinisme, les personnes qui sont albinos, elles naissent albinos et elles continuent à rester albinos toute leur vie. Elles ne deviennent pas noires ou blancs du jour au lendemain. Donc, pareil pour les autistes, on est autiste et on le reste. Par contre, on peut avoir une vie normale, une vie à succès, une vie heureuse, tout en étant autiste. Troisième point que j'aimerais apporter, et là je vais un peu plus m'attarder sur le sujet, l'autisme est-il un handicap? Alors, je n'aime pas ce terme-là, handicap, car ils sont très capables, très intelligents, capables de faire beaucoup de choses vraiment. Mais pourquoi ça peut être considéré comme un handicap et ça peut être un handicap à certains niveaux? C'est que la société dans laquelle on vit est faite pour la majorité, est faite pour la normalité. Je m'explique. Si, par exemple, vous vous retrouvez dans une société où tout le monde est non-voyant, donc personne ne voit, mais vous voyez. Donc, c'est vous la différence. Le fait de pouvoir voir peut devenir un handicap pour vous parce que cette société-là est faite pour les non-voyants. Donc, par exemple, les signes dehors pour se repérer ou même les livres. Les livres, si vous voulez avoir accès à l'éducation, ils ont l'alphabet Braille. Donc, ils arrivent à lire en touchant les lettres, en touchant la feuille de papier. Tandis que vous voyez, vous avez l'habilité de pouvoir voir. Donc, c'est pas le même alphabet. Vous n'aurez pas accès à l'éducation, vous ne pourrez pas lire les livres, vous ne pourrez pas vous enseigner parce que ces livres-là ne sont pas faits pour vous. Donc, ça va être un handicap pour vous parce que vous ne pourrez pas vraiment communiquer. Il va falloir trouver un lien, un moyen de soit cette société-là s'accommode pour que vous puissiez accéder à l'éducation ou que vous vous accommodiez à eux leur façon de vivre, à eux leur façon de lire afin de pouvoir être à l'aise dans cette société et de ne pas avoir d'handicap dans cette société. Un autre exemple, si vous êtes dans une société où tout le monde est sourd-muet, donc personne n'a la capacité d'entendre, mais vous pouvez entendre. Bon, comment vous communiquez avec les personnes qui n'entendent pas? Eux, ils communiquent à travers le langage des signes. Vous entendez, mais vous ne connaissez pas le langage des signes. Donc, comment vous communiquez avec eux? Vous allez parler, vous allez crier, oui, mais il ne comprend pas ce que vous dites parce qu'il ne vous entend pas. Et vous ne comprenez pas non plus ce que lui, il dit parce que vous ne comprenez pas le langage des signes. Donc, à ce moment-là, si vous vivez dans une telle société, c'est vous qui devenez l'handicapé, c'est parce que c'est vous la différence. Donc, je donne ces deux exemples-là pour montrer en fait que l'autisme, c'est un peu la même chose. La société est faite pour les personnes neurotypical, donc qui ont un cerveau qui fonctionne comme la majorité. Et eux, ils ont un cerveau atypique, neurodivergent. Donc, ils ne réfléchissent pas de la même façon, ils ne pensent pas forcément de la même façon. Et ça peut représenter un handicap dans ce cas de figure-là. Pour vous donner un exemple plus concret, prenons l'exemple d'un enfant autiste, mais qui est hyperactif, qui a besoin de bouger, qui a besoin de se déplacer. Un enfant hyperactif à l'école ne pourra pas, il pourra même pas aller à l'école parce que le professeur va le renvoyer de la classe. Il sera tout le temps en train de bouger, il va vouloir se lever et tout. Tandis que l'école normale, le système français, ou le système même britannique, l'école normale, qui est faite pour la normalité, la généralité, tu t'assois sur ton banc de 8h jusqu'à 10h30, jusqu'à la récréation. Donc, pendant 2h30, tu ne peux pas bouger de ton siège. Même pour aller aux toilettes, tu dois demander la permission au maître. Maître, monsieur, maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes? Cette situation-là peut être invivable pour un enfant qui est hyperactif, qui est autiste et hyperactif, parce qu'il a besoin de bouger. C'est un besoin. C'est pas comme si, j'ai envie de me lever, bouger mes pieds. Non. Il a besoin de bouger pour fonctionner normalement. De la même façon, si vous vous asseyez dans une voiture pendant 6 heures, 8 heures de route, vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous lever, marcher un petit peu et tout. Lui, il a besoin de la même chose, mais chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, chaque 20 minutes, ça dépend.
Mais un enfant comme ça, par exemple, il va avoir énormément de mal dans le système scolaire normal et il ne pourra même pas accéder au système scolaire normal parce que le professeur, ça va déranger le professeur qui n'est pas habitué, qui n'est pas habilité à enseigner un enfant autiste plutôt, désolé, et qui va le faire sortir de la classe. Handicap invisible, dans le sens où l'autisme ne se voit pas forcément sur une personne. Vous pouvez avoir une personne qui est autiste et ne pas du tout savoir qu'elle est autiste juste par ses attributs physiques, donc en regardant la personne. Et juste ça, ça peut représenter également un handicap et je vais vous donner un exemple. Une personne qui est en chaise roulante ou qui marche avec des béquilles. Disons que vous apprêtez à descendre les escaliers, vous êtes dans une foule et vous marchez à côté de quelqu'un et vous vous apprêtez à descendre les escaliers et vous voyez quelqu'un en chaise roulante. Donc, vous aurez plus tendance à faire attention à cette personne, à contourner cette personne ou à lui laisser un peu d'espace parce que vous voyez qu'elle est en chaise roulante ou vous voyez qu'elle porte des béquilles. Donc, vous faites attention. Tandis qu'une personne qui est autiste a parfois un délai de coordination ou un manque de coordination et peut être en situation dangereuse devant un escalier. Donc, je vous donne l'exemple de mon fils. Mon fils, au départ, jusqu'à présent, même un petit peu, quand il tombait, il ne posait pas les mains devant lui. Donc, il n'avait pas le réflexe de poser ses mains avant de tomber. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que dès qu'il tombait directement sur son visage. Il s'ouvrait la lèvre, il se blessait au nez. C'était plus dangereux parce que justement, il n'avait pas le réflexe de poser ses mains. Pour descendre les escaliers, il faut qu'il prenne un peu plus de temps parce qu'il lui manque un peu de coordination. Donc, il va pouvoir descendre les escaliers, mais il va attraper la rampe pour descendre doucement. Donc, si toi, tu ne sais pas, vu que tu ne vois pas à l'œil nu, que l'enfant est autiste ou l'adulte est autiste, tu auras plus tendance à le bousculer un petit peu ou à descendre les escaliers à côté de lui en le poussant un peu. Et s'il tombe, il va vraiment se blesser parce qu'il ne va pas poser ses mains directement. Il n'aura pas le réflexe de poser ses mains. Donc, dans ce sens-là, ça peut être un handicap invisible parce que tu auras plus tendance à faire plus attention lorsque tu vois une personne en chaise roulante ou une personne avec des béquilles plutôt qu'une personne qui est autiste parce que tu ne sais pas qu'elle est autiste. Les personnes autistes ont un cerveau qui est agencé différemment, qui fonctionne différemment que les personnes qui ne sont pas autistes. Donc là, je vais vous donner des exemples que j'ai vécu avec mon fils pour essayer d'expliquer ça de façon un peu plus claire. Alors, une fois, on était à la maison et mon mari est revenu du magasin avec les courses. Donc, il est revenu avec des sachets en main. Et j'ai dit à Messa, mais ça va aider papa à ramener les courses. Donc, j'ai dit à Messa, prends le sachet et ramène-le dans la cuisine. Un sachet qui est léger, adapté bien sûr à son âge, où il y avait des fruits dedans, donc pas lourd du tout. Donc, Messa soulève le sachet et il part à la cuisine. Il sait c'est où la cuisine. Il arrive à la cuisine et il est bloqué. Donc, je le vois avancer. Il avance, il recule. Il a le sachet en main. Il avance, il recule. Il veut le poser par terre, il le reprend. Il veut le poser sur la table, il le reprend. Donc moi, je regarde Messa, je dis, mais ça pose le sachet dans la cuisine. Pareil, il est figé. Et je commence à m'énerver. Je dis, mais ça pose le sachet dans la cuisine. Mais en fait, c'est moi le problème. Parce que lui, pour moi, en fait, quand je lui dis pose ça dans la cuisine, c'est logique pour moi qu'il le pose sur le comptoir. Mais ce qui est logique, c'est en fait une construction sociale. Pourquoi? C'est logique pour nous. Pourquoi? Parce que on a appris que la nourriture ne se pose pas par terre. Elle doit se poser au-dessus de quelque chose. C'est une construction sociale. Il y a des gens qui mangent par terre. Je dirais même que c'est une construction européenne parce que, par exemple, nous, au Sénégal, on met le bol à même le sol. On va mettre un tapis. On va mettre la nourriture dans un bol et on va la poser à terre pour que tout le monde puisse manger ensemble. Donc, le fait de lui dire, mais
pose ça dans la cuisine et de m'attendre à ce qu'il le pose sur la table ou sur le comptoir, c'est une construction sociale. C'est pour ça que je dis, c'est logique, mais en fait, c'est logique pour une raison. Donc, les personnes autistes n'ont pas cette logique-là parce ils ne sont pas contraints aux conditions sociales où c'est comme ça qu'on fait, voilà, dans cette société-là, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est logique. Donc, pour lui, quand je lui dis pose le sachet dans la cuisine, il a plusieurs options dans sa tête. Il a l'option je pose par terre, je pose sur le comptoir, je pose à l'intérieur du levier, je pose dans le placard. La cuisine, c'est où? Tu me dis dans la cuisine, mais dans la cuisine, il y a plusieurs endroits. Donc, si je m'impatiente et que je dis, mais ça pose, ou on fait comme les femmes, les mamans africaines, ah, mais tu sais pas où poser, pose ça sur ma tête. Il va poser ça, essayer de poser ça sur ma tête, parce que pour lui aussi, il sait pas c'est quoi le sarcasme. Donc, quand je lui dis, mais ça, pose ça dans la cuisine, je le mets en difficulté. Pour qu'il me comprenne mieux ou pour qu'il sache mieux ce à quoi je m'attends, ce que j'attends de lui, je dois lui dire, mais ça, va dans la cuisine, pose le sachet sur le comptoir à côté du levier. Là, c'est plus précis, c'est plus clair. Et là, tu vas voir, il va dire, ah, ok, il prend le sachet, il le pose. Parce que là, il sait exactement où il doit le poser, ou toi, tu t'attends à ce qu'il le pose. Voilà. Donc, il faut user de beaucoup de patience avec les enfants autistes et essayer de comprendre le monde comment eux ils le comprennent ou de fonctionner comment eux ils fonctionnent pour pouvoir faciliter la communication avec eux. Un autre exemple, on était en train d'apprendre les opposés. Donc, l'opposé de blanc, c'est noir. L'opposé de au-dessus, c'est au-dessus. L'opposé de plein, c'est vide. Donc, j'ai pris un verre vide et j'ai dit, Meissa, ce verre-là, il est plein ou il est vide? Je vois Meissa qui fait une pause et qui dit, juice, water, oh, sand, et qui se met à rigoler. Donc, si toi, tu comprends pas, tu sais pas qu'il est autiste, tu sais pas comment il réfléchit, tu te dis, mais cet enfant-là, il n'est pas très intelligent, hein? Je lui pose une question simple, est-ce que c'est vide, est-ce que c'est plein? Déjà, non seulement il me répond pas, mais il rigole tout seul. Alors qu'en fait, moi, quand on me pose la question, est-ce que c'est plein ou est-ce que c'est vide? J'ai deux réponses qui viennent dans ma tête. J'ai la réponse, il est plein, j'ai la réponse, il est vide. Alors que lui, quand je lui pose la même question, il a 20 réponses qui viennent à lui. Il y a la réponse, il est plein, il est vide, mais il y a aussi la réponse, oh, il est vide, mais il est plein d'air. Ou il est vide, mais il est plein de possibilités. On peut mettre de l'eau, on peut mettre du jus, on peut mettre du bissap. On peut mettre autre chose que du liquide. On peut mettre du sable, on peut mettre des billes. Ah tiens, si tu mets du sable dedans, ça va faire un bruit marrant, ça va faire chut. Et c'est pour ça qu'il rigole. Il pense au bruit du sable qui fait chut dans le verre et ça l'amuse. Moi, je sais pas tout ça, moi. Moi, je regarde, je dis, mais ça, vas-y, allume, c'est vide, c'est plein. Si tu sais pas comment ils réfléchissent, tu as tendance à penser qu'ils sont pas intelligents, qu'ils sont lents ou qu'ils sont même fous parce qu'ils rigolent pour rien. Non, il est pas fou, il est pas lent, il rigole pas pour rien. Au contraire, il prend juste plus de temps parce que toi, tu as deux options. Lui, son cerveau lui propose 20 options. Et c'est beaucoup plus difficile de filtrer laquelle des réponses est la réponse correcte et laquelle des réponses est la réponse que toi, tu veux. Un autre exemple, si on vous donne une banane et une orange, on vous demande de choisir entre la banane et l'orange. C'est rapide. Ah, je choisis l'orange. Si on vous demande de choisir entre 20 fruits différents, la banane, l'orange, la mangue, le corosol, ça veut dire, ah, la banane, j'aime bien, mais la mangue aussi, c'est vraiment bon. Ah, mais le corosol aussi, ah, c'est vraiment, ça va vous prendre plus de temps à analyser tous ces fruits-là avant de dire, ok, je préfère maintenant la mangue. Donc, soyez plus patient avec les enfants autistes ou les adultes autistes parce qu'ils ont plus de réponses qui leur viennent en tête et ils doivent non seulement réfléchir à filtrer toutes ces réponses-là pour sélectionner la bonne, mais aussi filtrer la réponse que vous voulez. Et pour ce faire, des fois, il faut un peu aider à la compréhension et expliquer à l'enfant comment vous comprenez la chose. Par exemple, si je dis à Meissa, ce verre-là, il est plein ou il est vide? Quand tu regardes le verre, que je le retourne, il n'y a rien qui tombe.
Il n'y a pas de liquide, il n'y a rien qui tombe, il n'y a pas de contenant. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu es précis? Ce verre-là, il est vide ou il est plein? Je peux même préciser de liquide. Donc, à ce moment-là, il va dire, ah, ok, il va sélectionner toutes les autres réponses qui n'étaient pas liquides, solide, air et tout ça. Il sait maintenant que tu veux une réponse liquide. Il sait maintenant que tu veux une réponse qui maintenant. Tu lui demandes maintenant à ce moment précis, il est plein ou il est vide. Donc, il ne se dit pas, il est plein de possibilités. Il a déjà supprimé celle-là. Et tu l'aides à la compréhension en lui disant, OK, quand je renverse le verre, il n'y a rien qui tombe. Donc, à ce moment précis, il est plein ou il est vide de liquide. Ah, maman, le verre est vide. Ça demande des efforts de compréhension des deux côtés et vraiment un lien, un pont en fait, un pont de communication. Donc, je vous donne ces exemples-là pour que vraiment vous compreniez un peu mieux, je l'espère en tout cas, comment les personnes autistes fonctionnent ou réfléchissent ou les choix qui s'offrent à eux et pourquoi des fois il est difficile d'avoir une réponse aussi rapide que si vous posiez la même question à un enfant ou un adulte qui n'est pas autiste. Est-ce que tous les autistes sont surdoués? Non. Tous les autistes ne sont pas surdoués, ne sont pas des génies intellectuels. Par contre, plusieurs génies intellectuels ou plusieurs personnes surdouées s'avèrent être autistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une très forte concentration, capacité de concentration. Ils ont vraiment une capacité à rester déterminés et à rester focus que leur cerveau leur permet d'avoir de façon naturelle. Et ils ne sont pas limités par, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, l'exemple du sachet qu'on doit poser sur la table. Ils ne sont pas limités par les normes de la société. Ils ne sont pas contraints par ces normes-là. Et ça leur permet de voir en dehors du box. Ça les permet de voir en dehors du outside of the box et de réfléchir, de penser à des choses que nous, on ne voit pas. Et donc, c'est pour ça que plusieurs personnes surdouées s'avèrent être autistes. Pour vous donner encore l'exemple de Meissa tout à l'heure, avec le verre plein et le verre vide, nous, on a deux exemples. Le verre, il est plein ou le verre, il est vide. Tandis que lui, son cerveau lui donne plusieurs options. Donc, c'est plus difficile pour lui de filtrer toutes ces options-là et de comprendre ce que moi, j'attends de lui. Mais en même temps, il a des options que moi, je n'ai pas. Peut-on bien vivre avec l'autisme? Oui, on peut vivre très bien avec l'autisme. Plusieurs personnes autistes travaillent, donc déjà, elles arrivent à aller à l'école, à terminer leur cycle, partir à l'université, trouver du travail, réussir dans leur domaine. Il y a des personnes autistes dans tous les domaines. Il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques, il y a des professeurs, il y a des mathématiciens, il y a des musiciens, des chanteurs, des pianistes, des guitaristes. Il y a des gens qui font de l'art, qui font des dessins, qui font des tableaux. Dans tous les domaines, il y a des autistes. Donc, ils peuvent vivre très bien. Ils peuvent avoir une vie entre guillemets normale, évoluer, se marier, avoir des enfants, travailler, gagner de l'argent, servir à leur société. Et c'est pour ça que c'est important de faire diagnostiquer votre enfant et de lui permettre d'avoir un suivi afin que les petites choses de la vie courante qui sont difficiles pour lui ou en cas d'autisme sévère, des choses qui sont beaucoup plus difficiles à faire pour lui, il peut se faire suivre et avec l'apprentissage progressif et la patience et beaucoup d'efforts, il y aura de l'amélioration. Il y aura de l'amélioration et il pourra avoir cette vie-là que vous voulez qu'il ait. Encore une fois, ils ne sont pas tous surdoués, mais il y a beaucoup de surdoués qui sont autistes. Donc, ne négligez pas cet aspect-là également. Votre enfant que vous cachez, qui est à la maison, qui est tout le temps là, tout le temps enfermé, tout le temps devant la télé ou son iPad parce que vous ne savez pas quoi faire de lui, eh bien, peut-être que c'est lui qui va découvrir un remède contre le cancer. Ou c'est lui qui va être le premier à pouvoir faire partir un homme sur Mars et revenir. Vous ne savez pas. Donc, vraiment, ils sont habiles, ils sont intelligents, ils sont capables. Il faut les habiliter. Ne vous dites pas, ah, parce qu'il est autiste, mon enfant n'aime pas manger certaines choses ou n'aime pas tenir la nourriture. Donc, je vais faire ça pour lui.
Attention, ne forcez pas. Je n'ai pas dit de forcer l'enfant à manger des choses qu'il ne veut pas forcer, mais il faut l'habiliter. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, quand mon fils était petit, je remarquais qu'il n'aimait pas toucher la nourriture. J'avais l'impression qu'il supportait pas certaines textures sur ses doigts. Quand c'était trop gras, trop huileux ou que même c'était du pain, c'était un peu granuleux, il supportait pas, il voulait pas toucher. Donc, en tant que maman, tu as pitié de ton enfant, tu veux que ton enfant mange, eh bien, il ouvre la bouche et je mets dans sa bouche. D'accord, je continue à mettre dans sa bouche, ça fait que Maïssa, maintenant, il avait l'habitude, quand il veut manger, il me voit avec quelque chose, il ouvre la bouche. Je l'emmène à la garderie. À la garderie, je ne suis pas là-bas pour le faire manger. Donc, je l'emmène à la garderie et c'est le moment où, c'est le moment où la maîtresse est en train de donner des sandwichs aux enfants parce que je visitais la garderie pour la première fois. Donc, elle lui a proposé un sandwich. Elle lui a dit, ah, tu veux un sandwich? Il n'a pas eu le réflexe de tenir la main pour attraper son sandwich. Il a ouvert la bouche. Donc, il l'a fait. La maîtresse, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de nourrir chaque enfant dans sa bouche comme ça, petit à petit. Moi, j'ai le temps. Moi, je suis sa maman. Mais je ne serai pas tout le temps à côté de lui. Donc, il faut l'habiliter à lui-même pouvoir tenir le sandwich. Il n'aime pas, c'est pas agréable, il supporte pas, il pleure. Petit à petit, trouver des solutions autour. Ah, bon, tu n'aimes pas la texture, mais je mets un mouchoir à côté de toi. Quand tu finis d'attraper, tu essuies ta main avec le mouchoir. Trouver des solutions et le faire progressivement, comme je l'ai fait avec lui et la chasse d'eau, pour qu'il puisse lui-même attraper son sandwich. Il faut les habiliter. Ne pas les forcer, mais leur apprendre progressivement, les exposer progressivement à la chose. Un enfant, ok, il ne se fait pas d'amis parce que il supporte pas le bruit ou il n'aime pas la foule ou il sait pas comment communiquer avec les autres enfants. Mais si vous ne l'emmenez jamais à des anniversaires parce que vous avez peur qu'il fasse une crise, si vous l'amenez jamais parmi les autres enfants, comment il va apprendre à fonctionner avec les autres enfants de son âge? Ou comment il va apprendre à communiquer avec les autres enfants s'il est tout le temps tout seul, s'il est tout le temps avec des adultes parce que vous savez pas comment il va réagir avec les enfants, s'il va crier, s'il va pleurer, ou vous l'avez fait une fois, ça a été catastrophique, vous avez peur. Non, il faut les habiliter. Donc, petit à petit, les amener à la chose, petit à petit, trouver des solutions autour. Si vous pouvez le faire diagnostiquer, c'est encore mieux. Si vous pouvez le faire suivre par des spécialistes qui sont formés pour ça, qui vont travailler avec lui sur des mois, sur des semaines, sur des années des fois. Parce que ne vous dites pas que dès qu'il va voir le spécialiste, ça va partir. Dès qu'il va voir le spécialiste, il va pouvoir parler, il va pouvoir manger. Ça vient progressivement. Donc, soyez patient avec les enfants. Ayez de l'empathie. Mettez-vous à leur